Alors que eh bien, la CEDEAO est censée rendre une décision définitive durant ce mois de janvier 2025. Eh bien, en interne, au sein de la CEDEAO, les tractations sont désormais ouvertes afin d'apporter ce que d'aucuns qualifieraient de mesures extraordinaires qui prorogeraient donc le délai de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, sortie prévue donc pour le 29 janvier 2025. Eh bien, en interne, il s'est dit que ceci devrait donc laisser la place à de nouvelles réflexions, mais surtout de négociations qui, du point de vue de la CEDEAO, peut éviter donc à la sous-région une véritable désintégration de la communauté. Le bureau du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donc vivement souhaité que la conférence des chefs d'État puisse amplement se pencher sur cette question, mais surtout eh bien, de ne pas donner une suite favorable à la volonté des pays de l'AES de se retirer de la CEDEAO. Eh bien, à l'opposé donc de cette démarche, les pays qui forment désormais cette confédération ont déclaré dans une note eh bien, que leur démarche n'était plus négociable. C'est un retrait qui est donc acté au sein pour ce qui est de ces pays de l'AES. Mais comment apprécier et analyser davantage cette posture de la CEDEAO qui était quand même unanime sur le fait qu'il faille infliger des sanctions illégitimes, illégales à ces pays. Mais aujourd'hui, eh bien, nous dit-on, semble désormais être divisé sur la question d'entériner une disposition qui est pourtant encadré par les statuts et règlements notamment de cette association. On fait le point avec vous, Jonathan Maté-Guéné, autour de cette position des pays, des 12 pays qui forment désormais cet ensemble sous-régional. Est-ce que l'on doit croire, Jonathan Maté-Guéné, à la bonne foi aujourd'hui de la CEDEAO de se soucier du retrait des pays de l'AES? Fabrice, c'est... Avant de toucher l'affaire de CEDEAO, Monsieur le Président a touché ça hier, s'il vous plaît. Je demande humblement à prendre 1 minute pour parler du Cameroun. Parce que demain, il y a une situation de délinquance qui se pose dans la ville de Douala. Il y a une ONG qui fait la promotion des homosexuels. Le ministre Atangandi a fait fermer ça. C'est bien quand il a pris conscience qu'on ne peut pas défendre l'homosexualité au Cameroun. En plus, il a même noté que dans leurs audits, il y avait des financements occultes. Bien au-delà des dépenses. Nous disons, nous réitérons, monsieur le ministre Atangandi, on ne lui fait pas de fleurs. Mais sur ce sujet, vous avez tout notre soutien. Continuez dans ce dossier, la tête haute. Portez ce dossier, la tête haute. Vous avez donc une avocate. Comme ça se passe dans les néocolonies, il y a des professions qui croient être au-dessus de la loi. Une avocate qui a pris sur elle d'aller déchirer, couper les scellés. Que l'administration a posé, c'est une infraction. Hein. C'est une infraction. Alors, l'administration fait œuvre de trop de tolérance à son égard. Nous interpellons monsieur le préfet du Vouri. Monsieur le préfet, dès demain, c'est votre autorité, c'est l'État qui est défié. Dès demain, usez de tous les pleins pouvoirs en votre possession. Usez de tous les pleins pouvoirs. Cette avocate a dit qu'elle va pleurer à RFI. On va voir comment Radio Fausse Information va gronder le préfet et va vous faire sortir de cellule. Allez encore le défier. Monsieur le préfet du Vouri, nous vous soutenons dans votre démarche. Restez ferme et inflexible. Faites preuve de hauteur. Montrez-vous un administrateur digne de sa fonction. Faites respecter l'État du Cameroun. Nous vous soutenons. Nous allons voir comment les avocats financés par les États-Unis, la France, peuvent faire la loi au Cameroun. Nous allons voir comment les homosexuels veulent défier l'État du Cameroun, ils veulent s'imposer. Demain, monsieur le préfet,
Tous ceux que vous allez arrêter, c'est des délinquants. Traitez-les comme tels. Nous soutenons les instances policières qui vont travailler avec monsieur le préfet et qui vont porter ce dossier. C'est un dossier de souveraineté. Parce que ce qui va se passer demain, c'est l'État du Cameroun face au cartel international qui veut donner l'impression qu'avec la cause de ces ONG, ce cartel est capable de pousser l'État du Cameroun. Ils ont tenté ça au football, ça n'a pas marché. Ils veulent continuer ça avec les ONG. Il faut que monsieur le préfet, vous soyez inflexible. Donnez des leçons à ces gens. Vous avez notre soutien. C'était juste une parenthèse, Fabrice. Parce que quand il y a des dossiers forts pour notre pays, nous devons prendre position. Le président hier a encore réitéré cette position devant tous les militants du NMP. Moi, ça nous a galvanisé. Parce que c'est une position forte que nous devrons avoir. Nous disons tous les jours, si les panafricanistes, dès qu'ils vont prendre le pouvoir, ils vont remettre ce pays sur les rails. Il n'y aura plus d'ONG avec des super avocats. Parce qu'au barreau, le Cameroun a les super avocats. L'autre est devenu président d'un parti politique. On a dû l'attraper sous le lit d'un enfant parce qu'il gueulait. Il croit que le fait d'interagir avec les juges, ça vous donne l'autorité sur la loi. Non, vous êtes des avocats, vous êtes des citoyens, aussi des justiciables. Donc, les super avocats du Cameroun, nous leur disons, demain on va voir votre caractère Zoro. C'est les petits policiers aussi qui n'ont que 2 V. Gardien de la paix. Oui, quand les gardiens de la paix vont les arrêter, ça sera pour rétablir la paix. Voilà, ils vont rétablir effectivement la paix et les Camerounais vont revenir dans la paix. Et personne n'ira soutenir les homosexuels. Personne n'ira soutenir les super avocats. Que les super avocats s'entraînent à être Batman ou Zorro ou Superman dans la nuit. Demain, ils feront face à la loi. Et nous soutenons les autorités. Bon, pour revenir à l'affaire de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO, aujourd'hui, quand vous regardez même l'organisation, est-ce que ça existe? Il y a réunions qui se tiennent régulièrement, du moins. Voilà une association qui se réunit pour parler des membres qui ont démissionné. Et à l'ordre du jour, cette association a un problème financier. Ouais. Je tiens à rappeler que depuis... Une véritable crise de trésorerie voilà, qui sont... Le 28 novembre, il y a une lettre du secrétaire général qui dit que les gars, on est en crise. Ouais, absolument. Je me serais attendu à ce que la CEDEAO se réunisse le 15 décembre pour parler de la crise en son sein. Il y a les questions importantes. Il y a les élections au Ghana qui viennent de se dérouler. Peut-être parler du déroulé des élections, de la vie dans l'organisation. Mais les gens vous ont dit, la CEDEAO a dit, 3 petits pays, parce que c'est comme ça qu'on traitait le Mali, le Burkina et le Niger. 3 petits pays. Si vous sortez, vous représentez quoi? D'ailleurs, notre vie sans vous est la même. Elle est toujours belle. Mais les 3 petits pays vous disent, nous partons. Non seulement vous refusez d'entériner leur décision, mais en plus, vous nommez un médiateur qui dit à tout le monde, je ne suis pas médiateur. Il dit le jour où on le nomme, il dit, je ne suis pas médiateur. On dit qu'on t'a nommé médiateur. Il dit, je parle à mon nom. Je vous dis que je parle à mon nom. Je m'appelle Diomaye Faye et je parle à mon nom. On dit, ah bon. Il est le nommé un autre s'appelle. Mais il arrive au Qatar. Et c'est lui qui fait, dans une conférence au Qatar, il dit, vous savez que je suis le médiateur dans l'affaire. On dit, mais, monsieur, vous avez dit il y a peu de temps que vous n'étiez pas médiateur. Il va donc affirmer au Qatar qu'il est nécessaire de maintenir un dialogue constructif afin d'éviter de fragiliser la région face aux enjeux sécuritaires. Voilà. Donc voilà, il est redevenu médiateur. Il assume sa casquette de médiateur. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'au début, eh bien, tout le monde a semblé mépriser la démarche des PDS. Aujourd'hui, comment expliquer que l'on prenne conscience du fait que la sortie de ces derniers pourrait effectivement avoir un impact considérable dans la région? Vous prenez d'abord l'élément, on va rentrer même dans l'importance. Vous prenez les contradictions les plus banales que l'on observe.
ils sont nuls, ils ne représentent rien, ils sont pauvres, n'ont rien, n'ont pas d'argent. Sécurité, c'est des passoires, ils n'ont pas d'armée. Quand les terroristes vont organiser des balles tous les soirs, tous les matins, Bamako, Ouaga, on nous a rabâché les oreilles avec. Mais le résultat, les terroristes, vous les voyez encore même. Voilà, Tinzawaten. Dernier bastion qu'ils avaient, Tinzawaten. On a tué Ak Sherif. Ak Sherif est mort à Tinzawaten. Mahamoud est mort à Tinzawaten. Toujours, c'est des généraux terroristes tués à Tinzawaten. Tinzawaten, d'un bastion terroriste récupéré par l'armée malienne. Au niveau du Burkina, pareil. Au niveau du Niger, pareil. Les terroristes sont en débandade. Sur le plan économique, le Niger, le Burkina et le Mali se portent de plus en plus, de mieux en mieux. Et de l'autre côté, toutes les prévisions qu'on avait faites ne se sont pas réalisées. Ouais. Même le médiateur qui n'assumait pas son rôle, assume maintenant son rôle de médiateur. Il vous dit non, j'ai changé. Donc vous voyez déjà. Alors, ça nous rend compte de quoi? Ça nous rend compte de ce que, en fait, tous ceux qui sont dans cette organisation sont des menteurs. Premier principe. Ils sont tous des menteurs. Si on prend le discours de Vladimir Poutine, il appelle l'Occident l'empire du mensonge. Ça veut dire qu'en fait, la CEDEAO n'est qu'une organisation, un démembrement de l'Occident en Afrique de l'Ouest. Et la CEDEAO reprend le narratif mensonger de l'Occident. Diomaye Faye manque sur sa véritable fonction. Les membres de la CEDEAO mentent sur le potentiel économique, social et stratégique du Mali, du Burkina. C'est un mensonge organisé. Maintenant, ils sont rattrapés par leur mensonge. Les gens ont menti. Ils ont dit non, vous ne valez rien. Vraiment, si vous n'êtes même pas là, on va continuer nos vies normalement. Mais quand vous n'êtes pas là, le débat du premier au dernier jour, c'est comment on fait pour que Fabrice revienne. Comment on fait pour que Fabrice reste. Pourquoi Fabrice veut partir? Non, donnons-nous les chances de convaincre Fabrice de rester. Ils se rendent compte que les pays de l'AES sont stratégiquement puissants. Et ça s'explique. Si vous prenez l'enjeu gazier du Nigeria, qui aujourd'hui est en train de construire les gazoducs, parce qu'on se rend compte que le commerce maritime est très coûteux. Donc maintenant, tout le monde veut construire un gazoduc pour vendre à un coût relativement raisonnable et des volumes importants dans un laps de temps assez court. Les gazoducs sont une solution. Le Nigeria a deux grands pipelines qu'ils sont en train de construire. Un pipeline qui part du Nigeria en Algérie, l'autre pipeline qui part du Nigeria au Maroc. Vous avez les deux pipelines. L'étape intermédiaire nécessaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir ce pipeline si ça ne passe pas là-bas, sur un des territoires de l'AES, c'est le Niger. Le Nigeria en est conscient. Ils ne peuvent pas créer leur gazoduc, ils ne peuvent pas rendre leur gazoduc opérationnel sans le Niger. Vous avez, en dehors de cela, les réserves d'eau et l'enjeu de l'eau demain. Le Niger est aujourd'hui une réserve d'eau douce. L'AES ne peut pas ne pas être un acteur majeur de cette sous-région-là. L'uranium, une ressource extrêmement précieuse. D'ailleurs, c'est l'uranium du Niger qui permet à une grosse partie de l'Afrique de l'Ouest de peser dans le secteur de l'énergie atomique. C'est le Niger. Et le Niger fait vivre des pays comme le Bénin, qui ont talons, qui gueulent beaucoup. Le Niger fait vivre le Bénin. Le trafic maritime à destination des pays de l'AES fait vivre beaucoup de pays. Le Sénégal, le Bénin, le Togo. En plus de cela,
le Niger, le Burkina et le Mali sont des carrefours. Des carrefours entre le Maghreb. Et il y a aujourd'hui un gros trafic qui est en train de se faire entre les pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et les pays du Maghreb, passant par les pays de l'AES. Vous voyez ces étapes-là, elles sont des étapes nécessaires de développement des interactions avec d'autres marchés. Ils s'en rendent compte. Mais pourquoi alors l'AES devient crucial? Parce que si l'AES sort de... Prenez la carte, vous allez voir. Si l'AES sort, quand l'AES sort de la CEDEAO, vous avez toute une zone au cœur de l'Afrique qui est un carrefour qui devient un poste de péage obligatoire. Parce que les droits de douane, qui est les pays qui utilisaient ces pays comme pays de transit, les droits de douane qui leur étaient exonérés vont devoir leur être chargés. Imposé. Et vous avez vu le communiqué de l'AES. L'AES, dans son communiqué, dit clairement une chose. La décision du retrait de la CEDEAO est irréversible. Voilà. Ils disent que c'est irréversible, mais il y a bien plus. Désormais, pour un citoyen de la CEDEAO entrer dans un pays de l'AES, ça sera sous présentation d'une carte de séjour. Les barrières douanières vont revenir. Regardez bien là, la Côte d'Ivoire. Comment la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui fortement dépendante du marché marocain, comment ils vont faire pour aller là-bas au Maroc? Vous voyez pourquoi le transit par les territoires de l'AES était important. Aujourd'hui, c'est eux qui seront coincés. Ils seront coincés. Un autre élément, quand vous prenez ce territoire-là, c'est là où vous avez le vaste cheptel d'Afrique de l'Ouest. Ce vaste cheptel-là redescend jusqu'au Tchad, au Soudan. C'est ces cheptels-là qui alimentent Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et remontent même jusqu'au Moyen-Orient. Ce vaste marché-là va être fermé à des pays qui sont extrêmement dépendants du cheptel de l'AES. Un pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana. Ils ne peuvent pas se passer du cheptel venant de l'AES. Et il s'est produit un fait quand même. Vous savez, on minimise beaucoup, bien on a tendance à croire que l'économie agraire et surtout l'économie pastorale est une économie résiduelle. C'est faux. L'économie pastorale n'est pas résiduelle. Est-ce que vous savez que, Fabrice, le Soudan a longtemps vécu grâce aux routes chamélières? C'est-à-dire que l'un des maillons importants de l'économie soudanaise, c'était le secteur chamelier. Ils vendaient les chameaux au Moyen-Orient. Et là, on parle d'un marché qui s'évaluait en milliards de dollars. Milliards de dollars. À un certain moment, ça avait atteint les 4 milliards de dollars. Mais avec 4 milliards de dollars, vous êtes à quelle masse monétaire dans la zone de la CEDEAO? Si vous prenez les budgets en francs CFA, avec 4 milliards de dollars, vous êtes autour de 3 000 milliards de francs CFA. C'est un important marché. Donc, cette économie pastorale qui est contrôlée par les pays de l'AES va échapper désormais aux pays de la CEDEAO. Et maintenant, quand vous regardez tout ce territoire, c'est 70% du territoire de la CEDEAO qui va être amputé. Donc la CEDEAO, qui a longtemps été présentée comme l'une des plus vastes organisations sous-régionales, elle devient l'une des plus petites, avec un nombre de micro-nations, les plus petits pays qui se sont organisés autour de quelques pays qui se revendiqueront grands. Désormais, comme grands pays de la CEDEAO, vous savez qui on va citer? La Côte d'Ivoire et le Nigeria. C'est fini. Sur le plan territorial, le reste, c'est des petits pays. Donc, ça également, ça va diminuer le poids
de cette organisation au niveau international. Ces enjeux-là, c'est maintenant que ces gens qui s'asseyent et se laissent donner la leçon par quelques faux géopoliticiens occidentaux. Parce que ceux qui sont au Quai d'Orsay, on ne peut pas les appeler géopoliticiens. Quand vous voyez les Jacques Attali, tous ceux qui travaillent au Quai d'Orsay, ce n'est pas des géopoliticiens. Regardez comment ils se font battre par nous. Nous, on ne fait pas une réflexion cachée. Hein. Eux, ils réfléchissent dans les trous. Là où ils réfléchissent, président, nous, on ne peut pas accepter que quelqu'un entre là, un Africain entre là pour s'asseoir et écouter. Nous, on réfléchit à haute voix ou à la télévision. Et ce que nous faisons est plus pertinent que ce qu'eux, ils font. Donc, si vous me dites que vous êtes un expert en géopolitique, consulté par le Quai d'Orsay, même si j'étais en train de dormir, je crois que je n'ai pas eu un brin de sommeil à perdre à vous écouter. Parce qu'il n'y a rien en France, rien. En matière d'experts de géopolitique, il n'y en a pas. Ils ont certes des noms assez ronflants, mais c'est juste des gens qui ont fait des études dans les universités françaises et qui ont pour seul élément d'influence réciter les noms d'autres grands penseurs d'une certaine époque. Mais en termes de pertinence, il n'y en a pas. Donc, quand de tels individus viennent parce qu'ils sont blancs, comme même souvent a dit mon grand frère Padi Asanga, quand un petit garçon blanc vient et dit à un général peut-être béninois, togolais ou bien nigérien, vraiment voilà ce qu'il faut faire. Ce dernier lui croit comme un dieu. C'est ça l'erreur de la CEDEAO. Ils se sont laissés entraîner par des gens qui ne sont même pas capables d'aligner de vraies réflexions stratégiques. Et voilà l'impact. Maintenant, l'AES a encore pris conscience d'une chose. Vous avez vu la production d'or du Burkina Faso cette année s'élève à combien? 93 tonnes. L'année dernière, on parlait d'une trentaine de tonnes. Maximum quarantaine de tonnes. 93 tonnes. Vous savez ce que cela représente aujourd'hui sur le marché? Les enjeux, les véritables enjeux de souveraineté que soulève la production d'or raffinée sur le sol du Burkina, raffinée sur le sol du Mali. Les enjeux de souveraineté que ça soulève font peur à tous ceux qui avaient sponsorisé la CEDEAO dans son combat contre ces États-là. Parce que ces États sont dans une démarche de fond. Ils ont créé des institutions. Ils vont bientôt mettre sur pied leur monnaie et leur banque centrale. Et dès qu'ils ont mis sur pied leur monnaie et leur banque centrale, ils sont plus pertinents qu'un État comme le Nigeria. Ouais. Pourquoi? Parce que le Nigeria il a certes le Naira. A certes le Naira, mais le Nigeria est seul. En plus d'être seul, le Nigeria a laissé que la banque centrale états-unienne, c'est-à-dire la réserve fédérale, lui dicte la manière de piloter sa monnaie. Et ça a été un des gros problèmes du Nigeria pendant longtemps. C'est que les autorités nigérianes étaient toujours sous le diktat de la réserve fédérale états-unienne. Et à un moment même, ils ont eu des facilités avec les Chinois. Ils n'ont pas saisi ces facilités parce que la réserve fédérale états-unienne les décourageait d'approfondir les relations avec la Chine. Conséquence, le Nigeria est un géant au pied d'argile. Au Nigeria, une bonne partie de l'économie repose sur le commerce international, le commerce de ressources internationales. Ça peut être à l'exportation les matières premières comme le pétrole, ou à l'importation tous les produits qu'ils font venir sur leur marché, et ils ont des unités de montage qu'ils appellent industrie. Il n'y a pas une vraie industrie au Nigeria. Prenez le domaine de la métallurgie. Le Cameroun est plus avancé que le Nigeria. Vous connaissez une industrie métallurgique nigériane? Vous en connaissez une? Il n'y en a pas. Dans le domaine de la métallurgie, le Nigeria n'a pas d'éléments. Or,
l'un des secteurs structurants de l'industrie, dans l'industrie d'un pays, c'est la métallurgie. Le Nigeria transforme certains produits, mais davantage transforme des produits basiques. Le Nigeria n'est pas dans une industrialisation complexe, comme on a observé dans certains pays comme la Chine, pour produire une économie véritablement compétitive au niveau international. Conséquence, malgré ce qu'on appelle la puissance économique du Nigeria, le taux de pauvreté et de chômage bat des records sur le continent. Le niveau d'extrême pauvreté au Nigeria est criard. Le Nigeria est un géant au pied d'argile. Par contre, l'AES, l'enjeu monétaire de l'AES, c'est qu'ils veulent passer à une monnaie de production, c'est-à-dire une monnaie qui va permettre de créer une industrie. Ils vous parlent du nucléaire. Quand ils parlent du nucléaire, ils parlent de l'indépendance énergétique. Et quand ils parlent du nucléaire, ils parlent d'autres industries corrélatives à l'industrie nucléaire, dont l'industrie pharmaceutique. Tout ça, les stratèges, bon, on leur donne abusivement ce statut de stratège. Les perroquets qui, au niveau de la CEDEAO, avaient répété ce qui leur avait été chanté par des gens qui vous ont menti que la Covid-19 devait, ou bien qui se sont trompés en disant que la Covid-19 devait décimer tous les Africains. Ils se sont laissés entraîner dans cette erreur. Ils ont suivi ces gens. Et leur raisonnement actuel est à l'image de ce que vous allez observer dans cette sous-région avec les pays, parce que moi je les appelle plus CEDEAO. C'est les pays occidentalisés d'Afrique. Avec les pays dont les dirigeants sont très occidentalisés. Cette organisation très occidentalisée, ce cartel, continuation de ce que l'Occident collectif est dans le monde pour l'Afrique. Ce cartel, vous allez voir comment, d'ici quelques années, lorsque nous allons commencer à moissonner les premières grandes récoltes des grandes révolutions panafricanistes qui sont en cours, vous allez voir, ça sera la même attitude. Rétro-pédalage, regret, mais surtout un discours confus, un discours à l'image d'un homme perdu, comme disait John Moelle, un homme au carrefour de l'embarras. Il ne sait plus quel est l'horizon qu'il doit choisir. Et pourtant, il écoute bien la voix de la raison qui vient des panafricanistes qui lui dit « Accepte simplement d'avoir le courage d'être un homme libre, de réfléchir par toi-même et d'arrêter de te laisser entraîner dans des erreurs par des gens qui n'ont aucune capacité de gestion optimale de l'humain. Mets-toi dans le champ de la liberté. » C'est tout ce qu'ils ont refusé, cette voie-là. Ils refusent la vraie liberté et ils préfèrent les chaînes. C'est le chemin que les Diomaye suivent, les Tinubu, les Ouattara. Et c'est ça, ça donne les regrets. Une CEDEAO avec comme thème principal, regrettons les pays de l'AES. Professeur Jean-Paul Bellec, je vous retrouve. Il est davantage question désormais de constater le départ des pays de l'AES conformément donc à ses statuts, notamment dans son traité 91 qui précise effectivement que l'État qui se retire de l'organisation doit notifier par écrit dans un délai d'1 an sa décision au secrétaire exécutif qui en informe les États membres à l'expiration donc de ce délai. Si sa notification n'est pas retirée, cet État cesse d'être membre de la communauté. Et donc, jusqu'ici, les pays de l'AES n'ont pas retiré leur notification à l'endroit donc du secrétariat exécutif de la CEDEAO. Comment expliquer ces stratagèmes qui ont donc désormais pignon sur rue et qui veulent nous faire comprendre que l'organisation pourrait donc trouver d'autres démarches particulières pour tenter de maintenir dans ces 3 pays, du moins des pays de l'AES, au sein de cet enclos? Pour la question. Fabrice, tu utilises le mot enclos. Ça me fait penser à un vieux camarade, peut-être qui nous écoute, qui s'appelle Diabanza. C'est lui, il a même écrit un livre intitulé. Il y avait ce mot enclos, justement, à propos de ces gens d'État africains. Bon,
j'aimerais dire que oui, c'est comme il y a une année de probation. Donc l'année de probation, soit elle est passée, soit on arrive à terme. Ce qui fait donc que d'après les statuts, comme tu l'as rappelé, de la CEDEAO, les 3 États de l'AES peuvent quitter tranquillement la CEDEAO. C'est acté. Bon, sinon, j'aimerais signaler également, pour faire le lien avec le débat qui va suivre sur la CEMAC, c'est que les 3 États de l'AES, à eux seuls, font un peu plus de 70 millions d'habitants. On va dire 70 millions d'habitants. C'est supérieur, pardon 72 millions. 70 millions. Bon, je dis un peu plus de 110 millions. Ok, 112 millions, c'est encore mieux. 112 millions d'habitants supérieurs aux 106 millions d'habitants de la CEMAC. 3 États seulement. Et ils sont bien plus grands que tous les États de la CEMAC réunis. Et comme Jonathan Batenguele l'a rappelé, les États de la CEDEAO sont des petits États, à part le Nigeria. Il a mis la Côte d'Ivoire, on peut l'enlever. 340 et quelques mille kilomètres carrés. Bon, il n'y a que le Nigeria qui est dans les 900 et quelques kilomètres carrés, c'est presque 1 million. Et une fois qu'on a le Nigeria, c'est tous des petits États en fait. Et ils ont il a dit 70% de la superficie. Donc, bon, en tout cas, c'est autour de ça. C'est une grande quantité de la superficie. 70 millions d'habitants partis. Vous voyez. Donc, à mon avis, ces gens-là, ils raisonnent mal. Je vais quand même rappeler quelques éléments de notre civilisation. D'abord, au niveau humain en général, il y a des interdits dans les sociétés. Hein. L'inceste est interdit, par exemple. L'inceste, que ce soit entre enfants, parents, entre frères et sœurs, bref, et même parfois dans ces sociétés comme les nôtres, on pousse très loin dans les générations. Voilà. Vous savez, on peut pas. Moi, je sais que je peux pas épouser une cousine, même à 3, 4, 5, 6 générations en arrière, je peux pas. On me le rappellera. Voilà. Je sais que j'ai vécu ça une fois, on me l'a rappelé. Donc ça n'a pas pu se faire. Il y a très très longtemps, évidemment. Bon, donc là, ça c'est interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les États de l'AES disent qu'ils quittent la CEDEAO, il y a des raisons. Parce que les autres États de la CEDEAO, donc les 12 autres, ont franchi, ils ont acté, ils ont franchi un interdit. Parce qu'on parle d'État frère. Depuis quand on est prêt à faire la guerre à son État frère? Depuis quand on fait les blocus, même jusqu'aux médicaments? Mais ça, c'est des interdits entre frères. Donc, à partir du moment où c'est franchi, nos règles sociales disent que peut-être qu'on n'est pas vraiment des frères. Oui, parce que c'est interdit. Ou alors, ceux-ci ont perdu la raison. Alors, pourquoi rester avec eux? Ils n'ont qu'à aller se faire soigner d'abord. Batenguele les a appelés les États occidentalisés, oui. C'est ça, c'est les chefs d'État. Donc, État, quand on dit État, pas les peuples, hein, on ne parle pas du pays, la nation, on parle des chefs d'État, les gens et tous ceux qui gouvernent ces États-là. Ils sont occidentalisés au sens où on pense qu'ils n'ont pas, ils ne se réfèrent pas vraiment à nos cultures, à nous, pour se comporter ainsi. Hein? Ils étaient prêts à mettre à feu et à sang le Niger, n'oubliez pas. Ils ont soutenu le djihadisme. Hein? À l'époque où Compaoré, qui maintenant vit en Côte d'Ivoire, était encore chef d'État au Burkina Faso. Celui qui est mort là, Batenguele a cité son nom. Il s'appelle Aga Chérif là. Bon, son prénom, peu importe. Aga Chérif. Il y en a 2 qui ont le nom Chérif qui sont morts. Hein. Mais celui qui était l'ancien président de MNLA, qui est mort, il est mort à Alger, dessus de ses blessures. Celui-ci avait d'abord été victime déjà comme ça, dans un conflit entre eux, avec d'autres terroristes. Et l'armée française l'avait exfiltré par hélicoptère et l'avait amené au Burkina Faso. Et à l'époque de Blaise Compaoré, tous ces gens-là vivaient dans des palaces, des hôtels 5 étoiles, hein, aux frais de la princesse burkinabé. Ok, ça en d'autres termes du peuple. Et voilà, maintenant c'est définitif, c'est fini, c'est réglé. Preuve que le combat contre le terrorisme rapporte ses victoires. Hein. Ce Bilal Aga Chérif, Bilal il s'appelle, qui avait échappé à la mort à l'époque de Blaise Compaoré, maintenant il y a laissé sa vie. Ça veut dire que avec la présence française était protégée. Une fois que les troupes françaises sont parties, l'armée malienne et de l'AES montent en puissance. Que réussissent à faire les FAMA? Les FAMA réussissent à l'éliminer. Et ils sont des dizaines comme ça qui ont été éliminés. La tête dirigeante de ce mouvement terroriste a été coupée. En tout cas, l'essentiel de leur tête dirigeante ont été coupés. Enfin, dans le sens où on dit coupé. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, les succès sont là pour les États de l'AES. Ils ont le vent en poupe. Toute l'Afrique, toute la diaspora africaine
et même tous les humains de bonne volonté qui veulent le progrès de l'humanité, on est tous de cœur avec les États de l'AES. On applaudit leur succès, on les appuie, on les encourage, on aimerait qu'ils aboutissent, on aimerait que d'autres États s'y agrègent. Vous voyez? Mais ce n'est pas le cas. Mais les autres États, c'est la honte. Regardez le Nigeria, Batengene vient de le dire. Plus de 900 000 km², plus de 240 millions d'habitants. Mais regardez que ça donne. Ça se couche devant la France. La France métropolitaine, c'est seulement 64 millions d'habitants. Y compris même si on met les dom-toms, ça fait seulement 66 millions d'habitants. Mais le Nigeria, soi-disant puissance économique africaine, plus de 240 millions d'habitants, plus de 900 000 km², se couche devant la France qui a à peine 550 000 km². Mais attendez, mais c'est quoi ça? C'est la honte. Leur monnaie, ils ne peuvent pas la gérer avec autant d'intelligence. Attendez, même les enfants nigérians sont brillants. Hein, vous connaissez le critère de Chikaophilie. Chikaophilie a 12 ans, il est d'origine nigériane, il a 12 ans, il a eu un prix parce qu'il a découvert ce que personne ne connaissait depuis les millénaires, en tout cas décrit qu'on puisse lire, à savoir le critère divisé par 7, le critère de divisibilité par 7, a été découvert par un jeune Nigérian, Chikaophilie. À l'époque, il avait 12 ans. Et regardez l'État nigérian, au lieu de régler leur compte, un petit gamin de 12 ans a trouvé un critère de divisé par 7 simple. Je peux l'expliquer en 2 mots ici. Bon, je ne vais pas le faire pour ne pas fatiguer certains, mais vous pouvez regarder sur Internet. Mais regardez le Niger, ils vont jusqu'à comme l'a dit Batengene, à la Fed. Ce que notre frère qui est aux États-Unis peut confirmer tout à l'heure. Hein. Ils vont jusqu'à la Fed pour demander qu'on gère leur monnaie. Quand il y a un Chikaophilie qui trouve un critère divisé par 7 qui, depuis des millénaires, n'a jamais été formulé, comment Chika y arrive? Je vais expliquer rapidement. Chika y arrive parce que, intéressé par les mathématiques, sa maîtresse lui donne un livre pour lire pendant les vacances scolaires, les grandes vacances scolaires. Et qu'est-ce qu'il constate? Il manque le critère de divisé par 7, divisibilité par 7. Et il trouve un critère simple, divisé par 7. Hein? On dit souvent qu'il y a un autre chercheur en 1999, c'est-à-dire quelques 20 ans plus tôt, avait proposé un critère, mais c'est un Brésilien, mais un chercheur lui, hein. Mais son critère est trop compliqué, on ne peut pas le mettre en œuvre facilement. Et quand tu mets les gauches, il faut des ordinateurs. Et son critère est trop compliqué à expliquer, compliqué à mettre en œuvre. Mais le critère de Chikaophilie est simple, facile à mettre en œuvre, quelle que soit la grandeur du chiffre, du nombre, je vais dire. Vous voyez? Donc vous voyez bien que c'est la honte, non? Et des Nigérians comme ça, je peux en citer plein. Des jeunes, des vieux, des moins vieux, et tout. Et même au niveau de l'inventivité, au niveau de la recherche, Pius Nwanko Keke, que je cite souvent ici, il est bien nigérian, non? Pius Nwanko Keke, il est encore vivant. C'est le premier astrophysicien dans nos régions. Noir, nigérian. Et lui, il a formé une équipe d'astrophysiciens sur place. J'ai été en contact avec eux un moment, par échange épistolaire. Hein? Ils étaient même prêts à m'aider quand j'avais un plan là-bas pour le Mali. J'en reparlerai parce que j'ai retrouvé du courrier. Quand j'irai au Mali, si j'ai l'occasion de voir le président Assimi Goïta ou le Premier ministre, peu importe, je vais leur remettre les documents. Je vais leur rafraîchir la mémoire. Je pensais que leur service secret était capable de tout trouver. Bon, si ce n'est pas le cas, je vais leur rafraîchir la mémoire. Et ils vont voir les noms des gens qui n'ont pas supporté l'initiative qu'elle fut supportée. À Sanga, en pays d'Ogon. J'ai le courrier. Je vous ai dit que j'ai un terrain d'1,5 hectare. J'ai les papiers. On m'a mis des bâtons dans les roues. Bon, je ne vais pas aller trop loin, parce que je verrai les autorités. Tant que je serai vivant, hein, je verrai les autorités, ils verront ces documents-là. J'ai commencé un plan d'études là-bas au Mali, avec la primature malienne même. Tout ça, ça a poursuivi. Je leur remettrai les papiers. Ne voyez pas Jean-Paul Bellec comme ça, là, comme si je débarque d'aujourd'hui. J'ai beaucoup vécu longtemps en France, mais ça fait longtemps que je veux pour l'Afrique, au moins depuis 2004. Témoignage à l'appui, preuve à l'appui. Les gens qui m'écoutent, qui m'ont vu dans les moindres villages peuvent témoigner au Mali, en Côte d'Ivoire, même au Burkina Faso. Alors, bon, je continue, je reviens, je vais chuter. Donc c'est pour dire que les gens qui nous dirigent, ils sont trop nuls et insignifiants. Le président Badakale est très gentil, il a parlé de moi, mais je dis Pius Nwanko Keke. Il est encore vivant, et c'est grâce à lui qu'ils ont maintenant, le Nigeria possède un centre de recherche astronomique et spatiale. C'est grâce à Pius Nwanko Keke. De ses propres fonds, il a formé les gens. Et plus tard, voilà. Et maintenant, voilà, le Nigeria maintenant peut s'en targuer plutôt. Lui aussi de contrôler ses satellites et de contrôler l'espace. Bon, ok. Alors, un autre Nigérian, mais sur le plan historique, parce que je l'ai cité la dernière fois, il y a une émission que j'ai fait avec Fabrice Ndoum la dernière fois, mais Mohamed Ibn Mohamed Al-Fulani Al-Kishnawi,
Ben, c'est un Nigérian, 18e siècle. 1731, il a écrit son manuscrit. On peut trouver un exemple de son manuscrit dans la bibliothèque du Congrès américain. On peut trouver son manuscrit dans la bibliothèque du département du Sud-Africain à Londres. Un de ces manuscrits a été vendu en 2004 par la firme Bonhams aux enchères, et ça coûtait très cher. C'est un auteur très prolifique. Mohamed Ibn Mohamed Al-Fulani Al-Kishnawi. Mohamed, fils de Mohamed, le Peul du Katsina. Où est le Katsina? C'est un état Haoussa du nord du Nigeria qui existe encore aujourd'hui. Capitale Katsina. C'est à la frontière pratiquement avec le Tchad ou le Niger, un des deux États là, Tchad ou Niger, au nord du Nigeria. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, la théorie des groupes? Puisqu'on dit que c'est Évariste Galois. Je vous dis que dans la base où on dit que c'est Évariste Galois, c'est pas Évariste Galois. Dans ce cas, c'est Mohamed Ibn Mohamed. Il a précédé Galois de 101 ans. Ok? Si on ne veut pas citer un nègre, dans ce cas-là, on va dire que c'est Arthur Kelly qui a formulé la théorie des groupes. Parce que c'est Kelly qui donne la formulation générale de la théorie des groupes. Mais Mohamed Ibn Mohamed, il a travaillé sur le groupe d'Hyédral d'Androvite. Hein? Le groupe qui laisse invariant les polygones à 4 côtés. Alors, Galois, c'est un groupe particulier aussi, c'est le groupe de transformation. La forme générale, définition générale, elle revient à Arthur Kelly, un anglais, qui est bien postérieur à Galois, 19e siècle, mais postérieur à Galois. Donc si on dit on revient à Galois, alors il faut remonter encore plus loin. Donc c'est Mohamed Ibn Mohamed, Al-Fulani Al-Kishnawi. Heureusement qu'il a mis Al-Fulani Al-Kishnawi, sinon on dirait que c'est un arabe. Mais c'est pas un arabe. Ok, donc vous voyez, les compétences, c'est pas ça qui manque. Mais on va parler du Cameroun tout à l'heure, non, à propos de la CEMAC, vous allez voir. Moi, je vais vous sortir une vérité à moi. On dit qu'on a des économistes, on a des nuls, lui, au pouvoir. Hein. Je ne parle pas de ceux comme notre frère qui est aux États-Unis, ou le professeur Bourou, ou je n'en parle pas de Chouchang Pouemi, ou même au Sénat-Fana, et d'autres encore. Non, je parle de ceux qui professent dans nos universités. Un président, comme mon ami, qui ça? Tu parles de Famen Dongo, c'est mon ami. Oui, mon ami du côté opposé, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis dans l'autre sens. Hein. On ne tourne pas le dos dans le même sens, si tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Mais ces gens-là, c'est eux qui gèrent le pays. Famen Dongo, il a fait ses 20 ans, non? Madame Chouente, elle n'a pas fait ses 20 ans au Cameroun. A piloté des ministères, qui de l'enseignement supérieur, qui de la recherche. Ils ont produit quoi de valable au niveau international? Ne serait-ce que pour sortir le Cameroun de là, sans parler de la région Afrique centrale, sans parler même de toute l'Afrique. Ils ont fait quoi? Rien. Pourquoi? Ça, bon, bref, on verra pour le prochain débat. Donc, je préfère chuter. Je pense que les 3 États de l'AES n'ont rien à craindre. Ils restent déterminés. La CEDEAO peut raconter tout ce qu'elle veut, ils n'ont pas retourné en arrière. Le poisson qui est sorti de la nasse n'entend pas y retourner. Absolument. Merci à vous, professeur Paul Bekima. Je vous retrouve et j'aimerais qu'on parle un peu économie, mais surtout la mise en place de cette monnaie commune au sein de la CEDEAO qui, du point de vue de plusieurs analystes, en attendant d'avoir votre expertise là-dessus, semble être un véritable échec aujourd'hui. 49 ans après, il faut dire, l'objectif primordial de la CEDEAO était de réaliser l'intégration économique des pays de la région ouest-africaine et cela impliquait donc l'arrivée d'une nouvelle monnaie, d'une monnaie commune appelée ECO, même si chemin faisant, l'ECO aura plutôt un écho défavorable par rapport donc à la vision qu'il avait donc initiée. Et tout à l'heure, Jonathan Batingede nous faisait d'ailleurs savoir qu'au sein de l'AES, on est suffisamment avancé dans cette question-là. D'ailleurs, les 3 pays ont récemment annoncé la mise en place d'un fonds de stabilisation ainsi que d'une banque d'investissement qui s'occupe donc de la mise en place des infrastructures de base qui laisse véritablement croire que cette question est véritablement bien ancrée. Alors, est-ce qu'au sein de la CEDEAO, je veux dire, on craint véritablement d'afficher à la face du monde l'échec même de la mise en place d'un projet qui, disons-le, était annoncé comme un véritable projet intégrateur, c'est-à-dire la mise en place de cette monnaie commune? Est-ce qu'elle va encore voir le jour avec donc le démembrement, alors le départ de ces pays de l'AES aujourd'hui? Merci Fabrice Ndoum. Donc quand vous posez la question comme ça, vous m'imposez déjà un cadre conceptuel particulier qui va me forcer à réfléchir d'une certaine façon, en vérité qui ne sera pas productive et qui sera en vérité contre-productive. Avant de continuer, permettez-moi de saluer le professeur Mbelek et de lui adresser mes condoléances et de dire que c'est un immense scientifique. Et quand le président Balakani dit que le Cameroun refuse de l'utiliser, ce qui est vrai, mais en vérité, il y a une autre chose qu'il faut me dire derrière. Pourquoi est-ce que le Cameroun refuse de l'utiliser? Parce que le Cameroun ne sait pas comment utiliser de telles personnes.
Et au lieu d'avoir l'humilité de se rapprocher de lui pour dire comment est-ce qu'on peut utiliser vos compétences, il cache cette incompétence en refusant d'utiliser les talents de quelqu'un d'aussi immense. J'aimerais aussi saluer le très brillant Batengene. Chaque fois que je pense à Batengene et à Charlie Kenye, je ris seul de joie parce que je me dis avec vous, M. Ndoum, que la relève est plus forte que le présent, en fait. C'est ce que je crois. Et donc, je ne peux pas finir sans saluer le président Badakani, cette sommité. Le président Badakani, en général, je ne vais même pas mettre un adjectif. Parce que chaque fois qu'on vous met un adjectif pour vous qualifier, on se rend compte que vous êtes au-dessus de l'adjectif. Donc, je dis donc que vous êtes en fait inqualifiable pour dire donc, bonjour à tout le monde. Donc, pour revenir, M. Ndoum, quand on dit CEDEAO, qu'est-ce qu'on entend en vérité par là? Parce que nous créons des habitudes intellectuelles, des habitudes de réflexion, en vérité, qui peut-être nous éloignent de la réalité. Est-ce que la CEDEAO, c'est les 12 plus 3 pays? Ou bien est-ce que quand on dit CEDEAO, dans le langage ordinaire, on entend ceux qui sont derrière et qui tirent les ficelles de la CEDEAO? Parce que si c'est d'eux que nous parlions, vous voyez que vous êtes un génie parce que les deux sujets sont liés. En fait, les trois sujets sont liés. C'est-à-dire que la CEMAC, la CEDEAO, même la recrudescence des actes de terrorisme, au moment où on a été détruit le terrorisme à l'AES, la recrudescence du terrorisme est là. Donc, du coup, le vrai cadre d'analyse sera qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde. Il faut d'abord commencer à comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et je vais arriver sur votre banque d'investissement. Comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les évolutions, pour en vérité situer les positions. Aujourd'hui, aux États-Unis, Trump a gagné les élections. Il est vrai qu'il est dans l'euphorie de sa victoire, qui le fait de temps en temps dériver vers une certaine fouille des grandeurs. Mais les choses vont se tasser. Nana Akufo-Addo, l'un des grands alliés de la France, n'est plus président du Ghana. Au Sénégal, il y a quelque chose qu'on n'a pas suffisamment analysé. On a dit le PASTEF a gagné, c'était prévisible et tout. Mais la chose qu'on a oublié de dire, c'est en vérité, c'est une grande victoire de Sonko contre son propre camp. Parce qu'à un moment donné, il y avait un flottement et le président Diomaye Faye commençait à être manipulé au point que ce n'était plus clair de savoir qui était le shérif de Dakar. Les dernières élections ont clarifié la situation. Et aujourd'hui, si un problème se passe au Sénégal, nous savons vers qui nous tourner. Parce que le shérif de Dakar s'appelle Sonko. Et c'est clair pour tout le monde. Et vous voyez là que même les flottements là sont en train de s'arrêter. Le Sénégal aura la politique que le Sénégal aura choisi de faire, c'est-à-dire la politique de Sonko. S'il est un traître, on aura une politique de traître. S'il ne l'est pas, on aura une autre politique. Et ça, c'est à voir. On sait qu'il y a les élections en Côte d'Ivoire qui arrivent en octobre 2025. La France, aujourd'hui, ne fait que s'enfoncer dans le chaos. Et là est le nœud du problème maintenant. Pourquoi est-ce que les cartes sont en train d'être bougées, que ce soit au niveau de la CEDEAO ou au niveau de la CEMAC? Jonathan Batten a fait une analyse extraordinaire, tout comme le professeur Mbelek. Mais je ne sais pas, j'aimerais revenir un peu sur les chiffres avant maintenant de continuer, parce que quand on veut comprendre que passe, il y a la partie physique, oui, du territoire, parce que la CEDEAO, c'est exactement 5 114 144 km². Et l'AES, c'est 2 780 159 millions de kilomètres, 2 millions de km², c'est-à-dire un peu plus de 50%. Ce qui est déjà énorme parce qu'on a oublié la Mauritanie. Et en termes de population, l'AES représente, d'après les chiffres que j'ai, 59 000, un peu moins de 60 millions. Mais ce qui est déjà au-dessus du seuil critique d'attaque. C'est-à-dire, ils peuvent déjà se constituer en une véritable force
avec toutes les immenses richesses qu'il y a là-dedans. Donc, je ne crois pas que ce soit les pays individuels de ce qu'on appelle la CEDEAO qui voudraient avoir un problème avec l'AES. Et déjà, ça montre l'état de désespoir de surtout des pays comme la France et les pays européens. Pourquoi? Parce que s'il faut compter sur Tinubu pour faire des actions, Tinubu n'est pas quelqu'un sur qui l'on peut, comment dire, accorder la moindre confiance. Tinubu n'est même pas quelqu'un qui se fait lui-même confiance pour aller plus loin. Et le problème du Nigeria, en gros, parce que ça a été soulevé, est que le Nigeria est dominé par des prête-noms. Ça fait que le génie nigérian ne s'exprime pas. Les Nigérians qui ont énormément de potentiel en termes de capacité humaine. Mais où se trouvent donc toutes les manœuvres? Les BRICS sont en train de monter en force. Les BRICS commencent à, comment dire, prendre des grandes parts dans les réserves d'échange et les échanges d'or. Ils veulent se débarrasser du dollar. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump et les gens qui sont derrière lui, l'intention est de récupérer d'une certaine façon la réserve fédérale. Or, si la réserve fédérale est récupérée par le groupe de Trump, l'Europe devient non pertinente. Parce que ça que les gens ne comprennent pas. L'Europe a été créée par ceux qui dominent les Américains, avec comme homme de pointe Jean Monnet, que les Européens appellent le père de l'Union européenne, en vérité comme une béquille des États-Unis. Parce que au moment où le dollar devient la principale réserve d'échange, les Américains pèsent à peu près un peu plus de 50% de la production mondiale, si vous voulez. Le gross domestic product, j'ai oublié comment on dit ça en français, la production mondiale. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les Américains ont pensé à se stabiliser autour de 20%. Même quand les chiffres sont, comment dire, surfaits. Même quand il y a les chiffres sont surfaits. Or, si vous avez 20% de la production mondiale et que vous avez à soutenir 80% des réserves de change, ça va faire exploser votre économie. C'est donc pour ça que l'euro, qui est quelque chose d'artificiel, a été créé par les mêmes maîtres comme une béquille. Comme une béquille pour les États-Unis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le dollar, c'est 59% des réserves et l'euro, 20%. Donc, un peu moins de 80%. Du coup, s'il y a cette séparation, et ça qui force donc l'Europe à rester ensemble, parce qu'il n'y a rien de véritablement économique qui maintient ces pays ensemble. Donc si Donald Trump crée comme un schisme et que l'Europe doive se défendre seule, il y aura un éclatement en Europe. Donc les pays commencent donc à se positionner. Vous voyez que la France ne fait que s'enfoncer dans le chaos. Mais qu'est-ce qui rend la chose compliquée? C'est que, comme les Américains sont en train de devenir indépendants en termes d'énergie, ils ne veulent pas que l'Europe soit indépendante en termes d'énergie parce qu'ils veulent garder part de marché. À l'intérieur de l'Europe même, il y a des contradictions. Vous savez que la France veut faire tout état pour revenir sur le nucléaire. L'Allemagne ne veut pas que la France revienne sur le nucléaire parce que si la France revient sur le nucléaire, elle devient indépendante. Et l'Allemagne, qui est le principal vendeur du matériel chinois d'énergie en Europe, va perdre des parts de marché. Vous voyez que l'affaire là est très compliquée. Maintenant, pour revenir, vous m'avez posé la question sur les banques d'investissement. Ce qui m'ennuie beaucoup avec notre façon de penser en Afrique est que nous avons été colonisés pendant très très longtemps et quand on fait des réflexions, on le fait dans le cadre colonial. C'est-à-dire, ceux qui disent qu'ils font économie essayent de voir nos pays, qui pour les Européens sont des colonies et nous sommes les indigènes, comme des colonies avec une amélioration delta. Donc, toutes les solutions qu'ils proposent ne sont pas des solutions qui peuvent apporter un
véritable changement, une véritable amélioration. Parce que si c'était le cas, ces problèmes seraient déjà résolus. Le problème n'est pas de dire on a mis une banque d'investissement ici et là. On est à une grande phase de réflexion. On a été colonisé pendant très très longtemps, esclave pendant très très longtemps. L'AES est en train d'apprendre à être libre. Et ça, c'est un travail difficile, apprendre à être libre. Et on va essayer de les accompagner. Mais l'une des choses qu'il faudra faire, d'après moi, c'est on ne peut pas laisser le secteur bancaire être dominé par les étrangers. Je l'avais déjà dit même par exemple au Cameroun que chaque région doit avoir une banque régionale. Une banque régionale capitalisée sur le foncier de la région. Et l'AES a un foncier qui est très très important. Donc du coup, la banque est lancée avec un capital de départ très très important. Nationaliser la plupart des sociétés étrangères et demander au FMI, comme ils sont en train de foutre le camp, parce que quel est l'intérêt du FMI? Rendre nos gouvernements des gouvernements esclaves, c'est-à-dire des gouvernements qui n'ont aucune flexibilité. Pour ça qu'on veut tout faire pour les exclure du secteur productif, pour qu'ils soient totalement dépendants des crédits du FMI. Parce que c'est ça l'objectif du FMI. À chaque fois, on vous dit, comment dire, privatiser ceci, quitter de cela. Pourquoi? Parce qu'on veut vous rendre improductif. Si le gouvernement central est improductif, le seul moyen d'avoir de l'argent, c'est d'aller vers le FMI. Et deuxième truc qu'il faut constater, quand on nous fait des prêts, quel que soit le montant, vous n'avez pas constaté une chose, ça ne crée pas l'inflation chez nous. Mais qu'est-ce que c'est en train de vous dire? Ça veut vous dire que la masse monétaire en circulation n'est pas suffisante. Parce que si elle était suffisante et on vous ajoute des milliards, vous aurez immédiatement une inflation. Mais on prend l'argent de partout, on n'a pas d'inflation. Ça veut dire quoi? Que nous pouvons battre la monnaie parce que quand vous voulez être indépendant économiquement, voici les règles simples. Si 80% de vos besoins doivent pouvoir être satisfaits sur place, ça fait qu'on n'a pas besoin de dépendre des devises extérieures pour faire vivre l'économie. Pourquoi est-ce qu'on peut être en cessation de paiement des fonctionnaires? Mais pour moi, c'est un scandale. Pourquoi la France, qui a tous les problèmes du monde, paye ses fonctionnaires? Mais parce que payer les fonctionnaires, demandez aux fonctionnaires d'avoir des comptes. C'est un jeu d'écriture, vous les virez de l'argent, ils dépensent sur place, l'économie tourne. Vous n'avez pas besoin d'avoir des devises qui viennent de quelque part, que vous transformez en argent pour lequel vous allez payer vos fonctionnaires. Donc, pour finir, je crois que avec tout ce qu'on a, l'AES aussi ne doit pas céder à un extrême. Eux commencent à dire on veut une carte pour que les autres membres de la CEDEAO puissent venir entrer. L'AES, je l'ai dit une fois, doit être un bassin d'attraction de toutes les compétences africaines. Aujourd'hui, le Niger est l'un des plus grands producteurs d'uranium. On devait avoir un pôle nucléaire africain au Niger. Cela est d'autant plus important que les États-Unis et le Canada commencent à avoir un problème. Comme Trump a dit qu'il va augmenter les tarifs douaniers du Canada, le Canada a menacé de couper l'électricité, la partie de l'électricité qu'ils fournissent aux États-Unis. Donc les Américains auront besoin de construire de nouveaux réacteurs nucléaires pour fournir l'électricité. Donc c'est une très très grande opportunité pour les pays de l'AES. On doit lire le monde, maîtriser où il y a les opportunités et désapprendre la colonisation parce que nous pensons en coloniser. On va parler de la CIMAC, un pays comme le Cameroun, il n'y a aucune raison qu'on ait un budget de 7 milliards de francs CFA. Ça, c'est un budget de fonctionnement colonial, c'est-à-dire que tous les biens appartiennent à la métropole et la police locale, c'est-à-dire les gardiens locaux, pour s'autofinancer et maintenir, s'entretenir, vont taxer la population à n'en plus finir. C'est ça la conception de nos budgets. On n'a pas des budgets qui sont des budgets de progrès. Parce qu'on pense toujours dans le paradigme colonial. On n'a pas changé la façon dont on émet nos budgets. Même l'AES
elle doit faire l'effort, elle est en grande phase d'apprentissage, mais elle doit faire l'effort de commencer à penser en personne libre. En vérité, c'est le seul territoire libre dans l'Afrique d'aujourd'hui. Donc, voilà. On vous retrouve également sur cette même préoccupation. On se rappelle qu'en 2000, la Mauritanie va claquer la porte de l'organisation. Nouakchott, à l'époque, avait motivé son retrait par la volonté de se concentrer sur l'union du Maghreb pour des raisons, on va dire, culturelles. Alors, pourquoi les précédentes sorties motivées pour des raisons de souveraineté, pourquoi les précédentes sorties, effectivement, celles des pays de l'AES, motivées par des raisons de souveraineté et de sécurité, posent autant de problèmes à l'organisation au point où le président Diomaye Faye parle d'un risque de causer effectivement une forme d'instabilité, mais surtout une forme d'instabilité au sein de la région. En quoi est-ce que la consolidation du bloc de l'AES va véritablement empiéter sur des questions de souveraineté, alors de sécurité auprès des voisins de la CEDEAO? Merci pour cette brillante question, très cher Fabrice. Vous permettrez que je présente excuse aux militants du nouveau mouvement populaire, son président, le président Kani, pour avoir été absent à cette conférence des militaires du NMPA a été convié pour des raisons liées à ce que vous connaissez, j'ai présent et vraiment je vais m'excuser pour cela. Donc, cher président, bien vouloir me pardonner de mon absence pour des raisons de ma volonté. Une fois que je l'ai, vous me permettrez également, mon chef, de revenir sur une actualité brûlante. Je crois que mon frère Tengueni en a parlé. La question, le problème ou alors l'affaire liée à la suspension de 5 ONG sur l'ensemble du territoire camerounais par lequel vous avez le préact. Il faut ici comprendre que même si quelque part je pense que parce que souvent Charlie, je crois que Carlos va mieux situer en tout cas votre liaison afin que nous puissions avoir le meilleur de vous à l'antenne. Fera le point avec vous et on vous retrouvera juste après pour nous permettre d'avoir une meilleure qualité d'écoute à l'antenne et permettre effectivement que votre analyse puisse profiter aux milliards de téléspectateurs qui nous suivent présents. On va vous écouter sur cette question et tenter de comprendre davantage les enjeux autour de cette sortie, puisque pour nous elle est actée, elle est connue depuis. C'est une décision irréversible de la part de l'AES. Pourquoi ces gesticulations au sein de la CEDEAO aujourd'hui? Parce que d'abord je voudrais à la suite des autres, dire à Charlie que non, il n'a pas à s'excuser de son absence. Il n'a pas à s'excuser, Charlie. Tu n'étais pas absent, tu étais absent physiquement, mais tu étais avec nous. On n'a pas cessé d'être solidaire de toi, de tout ce que tu traverses. Tu n'as pas à t'excuser, surtout à Mondo Vision comme ça. Donc vraiment, il n'y a pas de souci, c'est nous qui sommes à tes côtés. Comme nous le sommes aussi aux côtés du professeur Bellec, c'est le week-end dernier qu'il nous a parlé du décès de son beau-père. Il a si bien dit, il a beau être français, c'est son beau-père. Voilà, il y a une alliance de famille à travers le mariage. Et moi, je peux que souhaiter toute ma solidarité au professeur Bellec en attendant qu'il revienne ici. Voilà, en attendant qu'il revienne, parce que ce n'est qu'ainsi que nous pouvons faire ça. Donc on n'avait pas l'information, sinon on aurait dû commencer aussi depuis très longtemps à témoigner à notre cher aîné, professeur Bellec, notre soutien. Donc il y a ça. Mais moi aussi, par rapport à ce dossier, mes positions sont connues, le dossier qui oppose le MINAT à ce que vous appelez REDAC. Donc, on fait appeler n'importe quel nom, ce que vous appelez REDAC. Ça fait des années que nous n'avons pas cessé de mettre en garde les autorités camerounaises sur le caractère extrêmement dangereux de cette ONG, loin de la pléiade d'ONG
parmi lesquels cette fameuse ONG et les autres, le caractère dangereux, non seulement en termes de sécurité nationale, mais en termes de préservation de valeurs et de nos mœurs, et en termes de menaces géopolitiques en tant qu'instrument de l'étranger, c'est pas pour servir de paravent à toutes sortes d'actions qu'on peut faire en sous-main, etc. Je voudrais vous rappeler, ce fameux homme, que cette ONG et cette dame-là, si on doit l'appeler comme ça, ont été au cœur de tout le mouvement qui visait à fermer Afrique Média. Ils étaient en première ligne. Parce que moi, Barakani, j'ai des antécédents avec cette prétendue dame depuis très longtemps. Parce que justement, je n'ai jamais accepté les indécences là, les indécences, les déviances, les crimes moraux, dont elle est l'autrice dans notre pays. À l'époque, elle agissait avec feu Suzanne Kalalobe. Maintenant, Suzanne Kalalobe, elle est partie, paix à son âme, mais avant son départ, Suzanne Kalalobe, nous nous étions réconciliés. Ce qui n'est pas possible avec cette dame. J'ai toujours été gêné par l'extrême tolérance de l'État camerounais à l'égard des activités de cette soi-disant ONG. J'étais simplement... Moi, je n'ai jamais compris cette tolérance-là. Bon, quand il dit que je n'ai pas compris, je ne suis pas naïf. Je connais très bien les interagissements, les liens qu'il y a entre elle, sa galaxie, et l'Ando-Colonna qui est au pouvoir. Moi, je connais les liens incestueux qui les lient. Je ne suis pas naïf. Mais dans ce cas, j'ai dit tout à l'heure, Jonathan Kébin, moi, dans ce dossier-ci, moi, je regarde. Parce que pendant longtemps, nous n'avons pas cessé d'interpeller l'autorité camerounaise sur les activités de cette ONG, de cette galaxie. Bon, alors, l'État camerounais a semblé dire qu'on est trop fort, du moins en apparence, on est très fort, c'est pas un souci. Ok, d'accord. Bon, maintenant que vous êtes réveillés, allez au bout. Allez au bout. Et nous, on va se prononcer. Nous, on mène ce combat depuis très longtemps. Apparemment, ce n'était pas le combat du gouvernement camerounais. Ça n'intéressait pas l'État camerounais de préserver, de sauvegarder les mœurs, d'anticiper sur des menaces géopolitiques et tout ce que ces menaces-là instrumentalisent. Cette dame, ses activités sont connues, elle ne fait pas seulement dans les droits de l'homme, elle est dans la démarche de renversement du régime, y compris par les armes. Il y a des vidéos qui existent, etc. Donc, mais si l'État camerounais a estimé qu'elle n'est pas une menace, ben, nous n'allons pas être plus royalistes que le roi. Parce que notre combat est connu. Donc moi j'observe, si l'État camerounais se déshabille devant ce truc-là, parce que moi j'appelle ça truc, il y a un mot, je ne veux même pas prononcer le nom, ben, mais qu'il assume, hein. Mais à tous ces gens, moi j'ai toujours dit, aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Parce que, mais, pourquoi, ayant laissé ça pendant longtemps, maintenant vous vous réveillez? Parce que le Cameroun vous dépasse tous. Pourquoi maintenant vous vous réveillez? Mais c'est extraordinaire. Comment dans un pays on peut avoir un tel niveau de financement de manière illégale, irrégulière, pendant des années, et puis, tout ça, on viole la loi et tout, mais l'État fait seulement de pas être au courant. Vous savez comment faire pour que l'argent entre dans un pays, Fabrice? C'est l'État qui autorise l'argent d'entrer dans un pays. C'est l'État. Mais comment on peut mobiliser le téléphone pendant des années? L'État regarde, et matin, maintenant, on se réveille. Mais tant mieux, vous vous êtes réveillé, ça ne suffit pas. Allez au bout. D'accord. Quand vous allez aller au bout, on comprendra qu'au Cameroun, ben, on a pris plein de mesures de cette oui, tout à fait. Il y a un État qui est cohérent envers lui-même. C'est tout, voilà. On ne peut pas dire que, moi j'ai lu le communiqué du sous-préfet. Cette chose, il qualifie l'homosexualité de chose ignoble. Enfin, mais chose ignoble, ça fait combien d'années que cette femme opère au Cameroun? Ça fait combien d'années qu'elle a détruit la jeunesse camerounaise? Avec la complicité de l'État du Cameroun, qui fait semblant de combattre l'homosexualité en journée et la nuit tolère. Ça fait combien d'années? Alors, si l'État se réveille, tant mieux. Allez au bout. Monsieur le ministre certainement dit allez au bout. Allez au bout. Et nous on va applaudir.
pas applaudir. Quand j'ai dit ça, je reviens à votre question. La question de la CEDEAO. Je veux procéder en renversant le cadre conceptuel que vous avez. Je ne renverse même pas. Je vais renverser au niveau du raisonnement. D'accord. Je salue ceux qui m'ont précédé et la qualité de leurs analyses. Je partage tout ce qui a été dit. Tous les experts, et en particulier cette fameuse réunion qui était tenue le 12 avril 2024, organisée par le Club Prospective du Centre d'études prospectives, avec le partenariat, en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann. Cette réunion, mon cher Fabrice, c'est-à-dire que les conclusions des experts, c'était... on dit expert, ça veut dire que c'est à Abidjan de s'en réunir pour évaluer les conséquences et les enjeux géopolitiques, économiques et sécuritaires du retrait des membres de l'AES, de la CEDEAO. Que ce soit au niveau des ratios économiques, à tout point de vue, rapport import-exportation, que ce soit des ratios liés au marché monétaire, que ce soit des ratios liés aux échanges secteur par secteur, qui lient les pays de l'AES à la CEDEAO, aux pays membres de la CEDEAO, la conclusion est claire. L'AES ne peut pas s'en sortir sans la CEDEAO. En plus, les États de l'AES sont totalement enclavés. Ils n'ont pas de débouchés maritimes. Deuxièmement, du point de vue du marché monétaire, totalement dépendant de la CEDEAO, sur le principe de la libre circulation des capitaux. Le professeur Bekima maîtrise bien ces choses-là, d'ailleurs il en a parlé tout à l'heure. Et deuxièmement aussi, le principe de la libre circulation des marchandises, des biens. Oui, c'est ça qui a longtemps fait l'objet glorieux, soi-disant, de l'existence de la CEDEAO. Il y a, à une certaine époque, on présentait cette sous-région comme étant l'une des... Le plus intégré au monde. Le plus intégré au monde. Peut-être pas dans le monde, mais en Afrique. Non, le plus intégré au monde. Puisqu'on comparait, on faisait les points de comparaison avec l'Afrique centrale. Et vous vous souvenez, j'étais toujours le seul malheureux à leur dire qu'il y a zéro intégration, au sens digne du mot, en Afrique de l'Ouest, qu'on avait à faire une intégration purement néocoloniale, ça aurait abouti à nulle part. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Tout à fait. J'étais toujours le malheureux. C'est ce qu'arrivent les crises au sein de la CEDEAO. Et que les gens comprennent que elle ne sert à rien qu'un esclave soit libre de circuler dans la plantation de son maître. Répétez, président. Ça ne sert à rien à un esclave d'être libre de circuler dans la plantation de son maître. Il devient un esclave. Ça aggrave même son sort. Parce qu'il croit qu'il peut être libre. Ça lui donne des illusions. Il va commencer à jouer il va jouer le jeu de la hiérarchie des esclaves. L'esclave de plantation, l'esclave de l'intérieur de la maison, l'esclave de la chambre, etc. Et vous savez que ça divise les esclaves et ça bride leur capacité à s'organiser. Alors donc, c'était une image que j'ai prise, hein, je l'avais dit. Donc, pour dire que tous les experts là réunis, Fabrice, on dit, ça c'est 2024, hein, c'est 2024. Tous ces experts réunis démontrent que non, mais comment? Là, c'est un suicide. Et que normalement, ils vont revenir. Que les États comme la Côte d'Ivoire ont des leviers par lesquels ils tiennent un pays comme le Mali à fourniture d'électricité. Pour ne pas ce cas-là, entre autres. Donc, on ne comprend donc pas pourquoi, et tout à l'heure vous avez souligné ça, ces pays-là, en position de force, à tout point de vue, ayant les leviers de pression sur les pays de la CEDEAO, à tout point de vue, mais on ne comprend pas que ces gens sont carrément à genoux pour dire revenez, 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 alors que l'irréversibilité du retrait est actée. C'est encadré par le traité de 91. Bon, c'est vous qui lisez ça. Je considère que c'est un traité. On sait que ça ne vaut rien maintenant. On sait que ça ne vaut rien. Ils ne croient pas à ça. Ils ont violé même leur propre traité à tout point de vue. Donc, nous, on ne sait pas ça. Mais il faut rappeler que j'ai dissous la CEDEAO et je n'ai jamais levé ma dissolution. Vous êtes libre de ne pas prendre au sérieux ma dissolution, mais les effets sont là.
Les effets sont là. Donc, mon cher Fabrice, le débat il est là. Comment expliquer le fait que une personne ne peut pas vivre sans vous, mais c'est vous qui suppliez la personne de ne pas vous quitter? Moi, je ne comprends pas le paradoxe là. Une personne, d'après vos propres dires, que non, mais elle ne peut pas vivre sans nous. Non. Elle va mourir sinon on se sépare d'elle. Mais bizarrement, c'est vous qui dites à la personne de ne pas partir. Moi, c'est moi parti. Non, ne pars pas. Reste. Vraiment, ne pars pas. On a beaucoup de choses à faire ensemble. On a beaucoup d'intérêts. Tu sais que même sans toi, hein, vraiment, reviens à la maison. Reviens à la maison. Donc, on est dans une absurdité, dans un paradoxe extrêmement comment dire, qui est un indicateur pertinent du caractère bâtard, du caractère chaotique, pas du caractère inconsistant de la CEDEAO. C'est là que le paradoxe là exprime à un premier niveau. Ici encore c'est les choses de forme. Hein. Il y a un autre niveau, il y a le double langage du président Diomaye comme vous avez souligné tout à l'heure. Tout à l'heure, le professeur Bekima indiquait la clarification du jeu de rôle qu'il y avait entre M. Sonko et M. Diomaye à la faveur des législatives. Absolument. Mais il précisait que c'était contre son propre camp. J'ajouterais qu'il y a longtemps que la fausse diachie, ou bien la fausse bicéphalité, qui faisait croire aux naïfs qu'il y avait une espèce de cordialité, de génie qui liait Sonko à Diomaye, et que par là, c'était un couple qui fait exception en politique, parce que supposé être trop déçu des intrigues et des coups bas politiciens qui sont inséparables de ce type d'attelage. On a découvert, mais qu'est-ce qu'on découvre? Nous, on avait dit à l'époque que ça va se régler, parce qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, ça va se régler soit par un divorce, soit par une soumission de fait du chef de l'État à son Premier ministre. Et quand Beki m'a dit que ça se fait contre le propre camp, qu'on appelle le PASTEF, ben, ça corrobore simplement ce que j'avais souligné, à savoir que les aspirations profondes, ou bien les conditions, ou bien l'objet d'être du PASTEF sera sacrifié sur les ambitions présidentielles de M. Sonko. Parce que désormais, il va privilégier le pouvoir au détriment de l'objet déclaré de ses combats passés. Et j'avais indiqué que c'est ça le jeu politique en Afrique. C'est-à-dire que les enjeux réels sont sacrifiés au profit de la guerre entre les frères, de la guerre entre les hommes politiques. Et ça, c'est quelque chose que l'Occident maîtrise de manière extraordinaire. Donc, est-ce que ça peut expliquer le nouveau langage de M. Diomaye, qui un jour dit qu'il n'est pas médiateur, et un autre matin il dit qu'il est médiateur, un autre jour il dit je suis même les deux à la fois, je suis et je ne suis pas. Je ne suis pas médiateur. Oh, les Bandakani et leurs bandes sont des jaloux, on est très brillants, on est arrivé au pouvoir, on a réalisé ce qu'ils peuvent pas réaliser en un temps record, ce sont des aigris, c'est ce que disait Guillaume Soro. Vous vous souvenez? Absolument. Que lui, un bon joueur, est dans la bonne équipe, il marche avec les losers. Tout à fait. Je ne commente pas dans quel état il se trouve aujourd'hui. Je ne commente pas. Donc, le même sort de clause, c'est comme ça. Ça va être, on ne le dit pas, mais ça se traduit dans, on voit très bien l'attitude, c'est que bon, voilà, ce sont des aigris. Donc, quand il dit, moi je ne suis pas médiateur, ben, il veut démontrer qu'il est une espèce d'incarnation d'un nouveau leadership, y compris sur les dossiers importants comme la place du Sénégal dans la CEDEAO et le rôle que le Sénégal a joué quant au maintien ou pas
des pays de l'AES dans la CEDEAO. Mais Maté vous dit non, je suis médiateur. Mais attends. Et Maï de dire que non, je suis un bon Sénégalais. Et chaque fois qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une dynamique sérieuse d'émancipation, le rôle historique du Sénégal, c'est de modérer cette aspiration. C'est de la rendre sage, Fabrice, qu'elle soit sage. Sous-entendez, il ne faut pas se séparer brusquement avec les Blancs. Il ne faut pas énerver la France, il ne faut pas énerver l'Occident. Parce que bon, c'est de l'aventure que de faire ça. Et on découvre qu'est-ce qu'on découvre? Que Diomaye, il est très jeune, il est innocent dans son regard, il est innocent dans sa démarche, mais il a vieilli en un temps record. En un temps record. Donc, ce double langage était l'indicateur. Est-ce que qu'est-ce qui se passait tant qu'il n'y a pas de clarification entre les deux, ben, mon cher, maintenant que c'est clair, ben, et que le vrai président, c'est monsieur le Premier ministre du Sénégal, n'est-ce pas? Ben, docteur Beki m'a demandé si les traîtres on verra, si les peut-être on va voir. Moi, je ne suis pas... il y a maintenant beaucoup d'éléments sur la table qui démontrent que, éléments historiques, éléments conjoncturels, qui démontrent qu'on ne peut pas compter, n'est-ce pas, sur ces gens-là, parce que Diomaye vient de le dire. Eh monsieur, il est dans la peau du médiateur. Il est dans la peau du médiateur. Bah, peut-être c'est lui qui l'a nié. Au sein de la CEDEAO, on sait officiellement que c'est le médiateur de cette organisation pour les pays de l'AES. Oui, mais j'analyse c'est louvoiement, ses ambivalences. C'est son identité, le rôle que la CEDEAO lui a donné. Mais tout ça encore, nous sommes encore dans les choses de forme. Alors, dans le fond, des gens sont dans une analyse, parlons comme ça, classique, du type éléments, ratios, indicateurs, agrégats d'un pays normal qui fonctionne normalement. Là où on a fait des États qui ont des crises profondes parce que les pays et les États étaient menacés dans leur existence. D'ailleurs, les États dans tous ces pays s'étaient effondrés sous la guerre que leur livraient les terroristes, téléguidés par les puissances étrangères, elles-mêmes marient et époux des femmes qui étaient la CEDEAO, de la femme que la CEDEAO. Bon, dans une espèce de polyandrie géopolitique très inquiétante. Une polyandre, c'est une femme qui a plusieurs maris à la fois. Voilà, la CEDEAO a plusieurs maris. Donc ces maris-là lui ont donné des ordres, des indicateurs clairs. Ils n'ont pas besoin de le faire, mais c'est que la structure même de la CEDEAO, les référentiels qui l'ont justifié historiquement à sa création et son fonctionnement réel ont longtemps démontré à des personnes qui s'intéressent sur ces questions-là que là on était au stade suprême du néocolonialisme, mon cher Fabrice. Donc, des États dont on parle n'existaient pratiquement plus. Mais les experts là, qui sont allés s'asseoir, n'est-ce pas, à Abidjan le 12 avril 2024, font comme si ces États nient la situation réelle des pays du Mali, du Niger et du Burkina, nient cette réalité dans la pure tradition de la CEDEAO, à savoir violer ses propres textes, nier le devoir de solidarité inscrit dans la charte, qui lie la CEDEAO à des pays membres, soutenir les terroristes, les protéger, en faisant semblant de ne pas les voir, de ne pas être concernés. Mon cher Fabrice, on a nié tout ça. La France faisait ce qu'elle faisait au Mali, au Burkina et au Niger, mettant des couteaux sur nos plaies historiques non cicatrisées, c'est pas, hein? Plaies ouvertes par la maltraitance, la négation de notre dignité, de notre humanité. Les pays de la CEDEAO ne voyaient pas ça, n'étaient pas concernés, ne lisaient pas leur charte. Le Mali a failli y passer, le Burkina a failli y passer, le Niger a failli y passer. Mais tout ça, dites-moi comment des experts peuvent se réunir. Ils sont dans l'incapacité
de constater des faits objectifs. Quelqu'un parle de 3 pays de l'ACS, ils ne parlent pas, ils ne font pas état de cette situation-là. Mais c'est quel genre d'espèce, ça? Ces espèces CEDEAO. Espèces CEDEAO. Je ne parle même pas de leur partenaire, Friedrich Naumann, c'est l'Allemagne. Neumann. Tu as dit quoi? Neumann. Oh, je dois écouter. C'est parce que les Germains font les efforts pour parler une langue de mon pays ou d'une langue africaine, mais moi je vous dis, je lis comme je lis, ça sort comme ça sort. Dit un chanteur célèbre chez nous là. Comment on fait ça? Je vais vous dire. Vous voyez comment on est dans le mensonge, dans la manipulation. Parce que comment même cette fondation là, Friedrich Naumann, c'est N-A-U. Tu as fait l'allemand, je ne sais pas. Naumann, comment même il fait pour financer de telles assises? Quel est le cadre logique qui justifie et commande de telles assises? Vous voyez très bien qu'on est dans le mensonge. Et là où il y a le mensonge, on ne peut rien construire de bon. C'est faux ça. À qui veut-on mentir? À qui veut-on mentir, président? On veut mentir aux Africains, on veut mentir aux Africains, on veut mentir aux populations africaines. Non, je suis en train de venir dans le fond. Mais puisque la question de savoir, c'est à quoi devrait servir un tel mensonge? Les indicateurs, docteur, pour vous répondre, parler tout à l'heure des indicateurs. Je les ai ici. Voilà, des pays de la CEMAC. On y reviendra. Vous avez un indicateur, on manipule sur le camp auquel on appartient en économie. Donc, mais peu importe, je vous dis, voilà des gens qui nient cette réalité. Donc, les pays de l'AES constataient qu'ils étaient en situation de disparition historique. Devaient-elles attendre que des soi-disant membres, une soi-disant organisation sous-régionale CEDEAO se réveilla de son sommeil profond, combatteur? Mais en fait, qui le surprendrait d'ailleurs que des naïfs, mon cher Fabrice? Vous dites, ah, mais écoutez, vous êtes menacés, machin et comme ça. Mais ils auraient disparu depuis très longtemps. Est-ce que c'est compliqué d'intégrer ça dans une analyse qui va être sérieuse? Maintenant, on commence à faire des comparaisons pour dire que, ok, vous payez combien? Vous payez combien? Voici votre PIB. Voici les rapports, les ratios des échanges. Voici votre poids réel dans l'économie de la sous-région. Mais une telle démarche trahit de manière fondamentale le fait que la CEDEAO est une organisation dangereuse, anti-africaine, anti-sous-régionale, au sens de mots. C'est un cartel de bandits qui s'asseyent, qui sont mis ensemble pour servir les objectifs d'une métropole géopolitique dont l'objectif est de recoloniser le continent africain. On a alors affaire à deux dynamiques claires. Les Maliens se sont historiquement réveillés à la faveur des menaces de disparition qui pesaient sur leur pays. C'est vrai pour le Niger, c'est vrai pour le Burkina Faso. Et en même temps, ces pays ont compris, le peuple avec, que la seule façon de se réveiller réellement, c'est le panafricanisme. Donc c'est une démarche de reconquête de la souveraineté dans un premier temps. C'est une base de panafricanisme. Mais Fabrice, mais qu'est-ce que de tels pays ont encore à faire avec une organisation historiquement périmée, qui ne sert plus à rien, parce qu'elle ne sait même pas dans quel siècle elle se trouve, elle a même oublié les objectifs de sa propre charte. Alors, à partir du moment où l'AES est située dans une démarche de reconquête de la souveraineté, une démarche de remise sur pied existentielle, mais vous venez faire quoi avec les affaires de l'agrégat économique? Vous allez faire ça. Un pays vous dit, je me relève, j'étais mort, je suis debout. Toi, tu viens lui parler des choses qui concernent un pays qui n'a pas de problème de mort, qui est debout, qui fonctionne normalement, entre guillemets. Donc, on ne peut pas discuter. Mais comme les pays de la CEDEAO sont des morts vivants, sont des pays morts vivants, qui trouvent normal leur situation, et qui sont dans la diplomatie du nègre avec les Occidentaux, mais ils trouvent que, ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut quitter la CEDEAO. Ils ne comprennent pas.
On quitte la CEDEAO pour aller où? Mais comment? Mais vous quittez la CEDEAO pour... Vous quittez la CEDEAO dont ils ne comprennent pas. Ou bien ils font semblant de ne pas comprendre. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont dans une autre trajectoire. La CEDEAO n'est pas dans une autre trajectoire. Elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire un instrument de la colonisation du continent africain. Il n'y a plus aucune compatibilité. Est-ce que actuellement, cela est clair pour tout le monde, Président, puisque au départ, la CEDEAO disait, eh bien, ne peut sortir de cette organisation qu'après un délai d'1 an, puisque les textes prévoient effectivement que c'est au bout d'1 an, après avoir notifié votre position auprès du secrétariat, que cela pouvait être entériné. Maintenant, après, on s'est dit, non, il faut créer un autre cadre pour essayer de continuer véritablement avec un dialogue. On ne sait pas trop ce qu'on cherche. Alors que de l'autre côté, on a une position qui est connue de tous. D'ailleurs, vendredi, les ministres de l'AS ont dit, eh bien, c'est une décision irréversible. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je dis que la CEDEAO est véritablement instrumentalisée par, disons-le clairement, par l'Occident. Pour voir que le jour s'est levé, il faut avoir les yeux ouverts. Mais ça saute à... Il y a les gens, quand le jour se lève, ils peuvent être dans la nuit. Vous dites que ça doit être clair. Ceux qui aiment vivre la nuit. Mais Claté, là, c'est pour qui? Claté, c'est pour qui? Est-ce que les gens de la CEDEAO sont capables d'avoir un rapport sérieux avec la clarté historique? Mais ça ne les concerne pas. Si ça les concernait, ils auraient respecté leur propre charte. Mon cher Fabrice, n'est-ce pas ce que nous avons passé dans leur... Rappelez ici, avec des arguments imbattables, puisque nous avons démontré que les Maliens, les Nigériens, n'ont violé aucune charte de la CEDEAO, au contraire que c'est la CEDEAO qui a brûlé ses propres chartes. Donc, de ce point de vue, la CEDEAO n'a plus de texte. Puisque même leurs experts, quand ils se réunissent, ils nient eux-mêmes dans leur analyse ce qui fait la CEDEAO. Ils nient. Puisqu'ils ne comprennent pas que l'AES est la conséquence directe de la mort. Quelqu'un a dit mort cérébrale. De la mort organique de la CEDEAO. Je répète, l'émergence de l'AES est la conséquence directe de la mort organique de la CEDEAO. Parce que s'ils avaient respecté les chartes de la CEDEAO, il n'y aurait pas d'AES aujourd'hui. Le vrai débat, c'est pourquoi n'ont-ils pas respecté les chartes? Pourquoi ils ont été en incapacité de respecter les chartes? C'est une organisation néocoloniale créée pour détruire l'Afrique de l'Ouest. Alors, si des élites de cette sous-région ne sont pas en capacité de se situer au niveau des enjeux intellectuels, géopolitiques et géostratégiques qu'implique l'existence de leur sous-région, c'est leur problème. Parce que si elles étaient à ce niveau, elles n'auraient jamais laissé créer un marché comme la CEDEAO qui ne sert à rien, qui ne garantit rien à aucun pays de la sous-région. Je ne sais pas combien comprend cette affaire. Hein? Vous avez affaire à... toute analyse qui ne tient pas compte de ça est faussée, est truquée, n'est même pas digne d'être lue, d'être prise en compte. Maintenant, à partir du moment où un État est dans une logique de renaissance, mais ça veut dire que même son économie est dans la renaissance, sa culture est dans la renaissance, sa vision stratégique est dans la renaissance, sa vision industrielle est dans la renaissance. Comment de tels pays peuvent encore se tourner en arrière pour regarder l'organisation dont ils étaient membres, qui a conspiré contre ces pays-là dans le but de leur effacement historique, de leur colonisation? Comment quelqu'un qui est dans une dynamique de décolonisation peut aller chercher, avoir pour partenaires des gens qui sont attachés à la recolonisation du continent? C'est une incompatibilité structurelle, naturelle. Or, j'ajoute encore, ils ne savent pas que un pays qui est dans une dynamique de renaissance a plus de perspectives économiques en termes de prospérité et de développement qu'un pays qui est une colonie, écoutez bien, qui est une colonie, mais qui joue au théâtre de libre-échangisme, de la libre circulation des capitaux. Il joue à ça. Il dit à l'autre que bon, tu n'auras plus accès à notre marché financier. Ça fait rire qui mange le plat à témoin. Mais ces gens sont des ignorants des élémentaux du capitalisme.
La CEDEAO ne peut pas se passer le marché monétaire de l'Afrique de l'Ouest ne peut pas se passer d'un pays, monsieur, qui est à mesure de vous mobiliser en 3 mois, 455 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'en termes d'emprunt monétaire, on peut pas passer de ces pays-là. Et je prends Bekima comme témoin. Ça fait 32% du total des actifs en termes d'emprunt, n'est-ce pas, de la CEDEAO, de la zone UEMOA, au cours d'un trimestre de l'année. Donc, si on parle du principe que l'argent c'est une marchandise, et que la Banque de l'Afrique de l'Ouest jouant leur jeu, qui émet de l'argent et vend l'argent, n'est-ce pas, aux États, à des acheteurs, si on parle du principe que mon cher Fabrice, c'est donc une marchandise qu'on vend, mais elle est soumise à la loi de l'offre et de la demande. Ben, si le marché se rétrécit, mais l'argent perd sa valeur. Donc je pense seulement ce cas-là. C'est-à-dire quand les gens raisonnent, ça fait rire. Vous pouvez vous passer. Donc vous voyez qu'il y a du bluff, il y a du bluff, il y a du mensonge, il y a de la propagande, mais quand la réalité rattrape les gens, on commence à supplier, ne partez pas, revenez, ne nous quittez pas, revenez. Vraiment, ne partez pas, revenez. D'ailleurs, on a levé toutes les sanctions. D'ailleurs, on ne pose plus aucune condition. Vous n'êtes même plus des putschistes. Vous êtes même non. Vous êtes des partis. Vous êtes une nouvelle forme de dirigeants. Vous ne pas des partis. Non. Si vous voulez, on va changer la charte de la CEDEAO. Revenez seulement. Dès qu'ils se moquent-on. Maintenant, c'est le plan de la géopolitique. C'est pas la quoi sortie, président. Bien sûr. Ouais. C'est une attaque profonde contre le panafricanisme. Tout ça. Ce que vous voyez là. Les Occidentaux comprennent très bien que tant que le panafricanisme va continuer à prospérer sur le continent, ils vont perdre tout de l'avantage en Afrique. Parce que le panafricanisme, quand il monte, c'est l'économie qui prospère. C'est la culture qui s'épanouit. Ce sont des sociétés qui prennent confiance en elles-mêmes. Ce sont les retrouvailles de la dignité africaine. L'Occident sait tout ça. Et quand tout ça est réuni, l'Occident tombe. C'est mécanique, hein? L'Occident tombe. Mais eux, ils savent ça. C'est pour ça que faire de l'économie, Fabrice Dôme, faire de l'économie, au-delà des agitations de petits commis, petits commis d'institutions internationales ou d'institutions sous-régionales qui pondent des rapports bidons avec un discours barbare qui n'a aucun sens avec l'économie réelle. Au-delà de ça, Fabrice, c'est comme tout, hein, au-delà de ça, les gens savent que quand on fait du panafricanisme le vrai, on est dans l'économie. On fait de l'économie, monsieur. On fait de la culture, la vraie. On fait de la spiritualité. En fait, le panafricanisme, c'est l'éloge le plus élevé qu'on puisse rendre à l'exigence de liberté, à l'exigence de souveraineté, à l'exigence d'indépendance. Quand vous avez tout ça, Fabrice, mais vous créez les conditions de l'émergence. Ouais. Et même de l'épanouissement de l'État. C'est de la véritable émergence, pas les émergents des présidents africains qui disent tout et n'importe quoi. Les conditions d'une véritable émergence sont réunies. Vous vous envolez avec l'avion de la prospérité, du développement économique. Donc, entre les deux blocs, les pays qui se sont donnés de véritables perspectives d'envol économique, en conjuguant la souveraineté et son dérivé naturel qui est le développement économique, tout à fait, la dignité politique, l'authenticité culturelle, etc. Entre les deux blocs, les pays qui sont maintenant bien partis, c'est l'AES, puisque maintenant qui supplie. Qui supplie? Ça c'est dingue. Mais c'est pas comme la France. Non, vous ne valez rien sans nous. Vous ne pouvez rien faire sans nous. Vraiment, vous êtes même un fardeau pour nous. La France dépense pour l'Afrique. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Voilà Air France. Air France a fait croire que c'était un cadeau. Que de desservir. C'était un cadeau. Que la desserte des lignes des pays de l'AES, c'était un cadeau philanthropique de Air France et de la France. Par pitié. Non, mais très vite. Quand on fout les chiffres... Très vite, même la presse occidentale avait dit que c'était quasiment cruel pour Air France de ne plus continuer à desservir. Mais très bien. Quand on fout les chiffres, on voit que, mais attends, mais c'est pas possible. Mais c'est une drôle de philanthropie. C'est la Bill Gates. Plus il est philanthrope, plus il s'enrichit au détriment de ceux qui sont les victimes de sa philanthropie.
c'est-à-dire du banditisme en plein jour. Et voilà donc Air France qui est dans les supplications pour revenir. Or, qu'est-ce que nous on dit au pays de l'AES? Nous on leur dit ceci. Ils nous écoutent, je sais. Le retour de Air France dans votre zone, c'est une régression économique de votre part. Je répète, le retour de Air France dans le pays de l'AES, et en particulier au Mali, c'est une régression économique de leur part. Ce sera très mauvais signe. Ça voudrait dire que vous êtes inconséquent, parce que justement, en chassant, non, quand Air France s'est auto-exclue, Tout à fait. de ce marché, elle, sans le savoir, crée les conditions de l'indépendance aérienne de vos pays. Ouais. Il suffit simplement, rapidement, de créer les conditions pour l'émergence de compagnies aériennes qui répondent aux besoins du Mali et de la sous-région. Donc, ramener Air France, c'est en quelque sorte tuer un marché émergent dans le domaine qui a été occupé par une entreprise voyou et délinquante qui a fait croire que, n'est-ce pas, la desserte des lignes de l'Afrique, des pays du Mali, était de la philanthropie. Donc les choses sont claires, Fabrice. D'accord. On va affaiblir le panafricanisme. C'est un coup qu'on veut faire au panafricanisme. Et Diomaye, là, qui va nier encore? À mon frère Bekim, le docteur. Est-ce qu'on peut nier là maintenant que là, Diomaye n'est pas un agent objectif? Je dis bien un agent objectif, c'est différent d'un agent subjectif. Bon, c'est compliqué, mais je dis c'est un agent objectif, n'est-ce pas, de la destruction du panafricanisme et de ses acquis. Les choses sont claires. Il est médiateur de quoi? Dans quelles conditions, là actuellement, une médiation serait valable? Ce n'est pas la poire qu'il faut couper en deux. Non. Ce n'est pas la poire à couper en deux, Fabrice. Il n'y a pas de compromis là. Il dit qu'il faut éviter éviter la fragilité, de fragiliser la sous-région. Qui a dit ça, M. Diomaye? Oui, absolument, à Doha. Non, mais ça veut dire qu'il ne comprend pas quand les Maliens, quand la reste parle. Bon, il n'était pas encore au pouvoir. Et il ne savait même pas un jour qu'il va devenir au pouvoir. Il ne savait pas. Il devait comprendre que mais la sécurité dont tu parles là, c'est depuis longtemps que les pays l'ont fait disparaître. Donc Diomaye n'est même pas au courant que les pays ont été menacés de disparition. Non, il est au courant. Il est au courant. Il est intelligent. Il est brillant, il est intelligent. Il n'est pas président qui veut à son âge. Il faut savoir respecter les gens brillants. C'est un génie, ils sont brillants. Mais on n'est pas gêné pour parler comme ça. On n'est pas gêné pour parler comme ça. On parle de quoi? Il y a des compromis qui ne sont pas possibles dans la vie. Qu'est-ce qu'un pays qui est dans une dynamique d'indépendance va faire avec un pays, lui, qui est heureux dans la colonisation, qui trouve qu'il est très heureux, il est à l'aise dans la colonisation? C'est ça le débat, mon cher. D'accord. Mais alors vous comprenez très bien que dans cette affaire-là, celui qui supplie le plus est très dangereux, est toxique pour celui qui a décidé de partir.